peu, enfin un certain temps déjà, je vous parlais d'un Fedora, de Fedora et de son adaptation en opéra. Ah, l'opéra. Pour la plupart d'entre vous, ça évoque des rideaux rouges, de grandes salles aux dorures quelque peu clinquantes, de grandes voix, des paroles incompréhensibles, un univers extrêmement pédant, réservé aux élites de la société. Et est-ce que je peux vous donner tort? Non, pas vraiment. La nana parle d'un univers, elle est déjà en train de lui casser du sucre sur le dos. Nickel! Yes! On adore. On adore. Ces clichés sont en partie vrais, mais surtout entretenus par une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas commun d'aller voir un opéra. Enfin, du moins, vous n'y allez pas tous les week-ends, j'imagine. Cela reste exceptionnel à cause du prix, et puis bon, c'est un art assez difficile d'accès quand on n'a pas eu une éducation dessus. Attention, hein, je suis pas en train de dire que vous êtes idiot, et je dis pas que vous êtes inculte ou que vous manquez d'éducation. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire, cet univers dont je vais vous parler a été et est toujours jalousement conservé par une partie de la population. Oui, les bobos, les bourgeois, vous savez, les élites intellectuelles qui n'en ont que le nom. Oui, on vous entend discuter lors des représentations. On a très vite compris qu'en fait, vous n'avez rien de supérieur aux autres. Vraiment pas. En fait, vous êtes juste des beaufs avec de l'argent. C'est peut-être ça notre plus grosse différence. L'argent. Oui, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes méprisant envers vos concitoyens, vous pouvez dès à présent quitter cette chaîne et aller jouer au ballon sur l'autoroute. Pendant des années, j'ai cru que l'opéra était accessible seulement pour les gens ayant fait des années et des années de gammes, d'arpèges et de dîners chics. Comme je me trompais. Cet univers est ancré dans nos inconscients et nos cultures depuis toujours. Il a alimenté bien d'autres formes d'expression, nourrit et inspire encore et encore. Je vous demande de laisser tomber vos préjugés et de ne pas écouter cette voix dans votre tête qui vous dit que vous ne connaissez rien. Je ne vous demande pas d'aimer, mais juste d'être un petit peu curieux. Même beaucoup, c'est bien, vaut mieux être trop curieux que pas assez. Car nous allons voyager loin, bien plus loin que vous ne le pensez. Il n'y a pas d'aventure sans un brin de rebondissement. L'opéra, d'accord, mais c'est quoi au juste? Si je ne dois parler que de cette forme artistique, il nous faut alors remonter le temps de plusieurs siècles. On remonte le temps. C'est la machine. Ok. Opéra signifie œuvre en italien. On a conservé ce nom par habitude. Œuvre lui sied à merveille car c'est un mélange de tous les arts. On parle même d'art total. Sa particularité est de mettre au centre de tous ces arts le chant sous une forme lyrique. On parle de lyrisme car cela fait référence aux poèmes que l'on mettait en musique, souvent accompagnés d'une lyre, un peu comme Orphée le faisait dans les mythes des Grecs anciens. Mêler musique, danse, théâtre est une habitude très ancienne. Chez les Grecs anciens, la musique était déjà utilisée pour illustrer et accompagner les pièces de théâtre. Même les chœurs qui commentent les actions lors de ces pièces de théâtre se rapprochent d'une forme de chant. Et il est très commun de faire appel à plusieurs formes artistiques pour raconter une histoire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, regardez le cinéma par exemple. La véritable naissance de l'opéra a lieu vers la fin du XVIe siècle, en Italie, à Florence. En voulant renouer avec le théâtre antique et la tragédie principalement, un groupe d'humanistes décide de lier harmonieusement le texte et la musique. Il existait ce qu'on appelait le genre du madrigal, qui est un poème mis en musique et chanté, mais où le texte est finalement secondaire par rapport à la musique. Ici, l'idée est de trouver un équilibre entre les deux. Au lieu de poèmes, ce sont des pièces de théâtre qui sont mises en musique. Le texte est chanté en monodie, c'est-à-dire qu'il se rapproche des intonations d'une voix parlante. Le premier compositeur d'opéra est Claudio Monteverdi. C'est lui qui va en faire un genre à part entière. Orfeo, en 1607, est son premier opéra et aussi le premier opéra tout court. Et il reprend le mythe d'Orphée, d'où la lyre. Toujours ces Grecs anciens. Hein. Cet art met plusieurs décennies à voyager dans toute l'Italie et puis à travers toute l'Europe. Toute l'Europe ? Non, un pays d'irréductibles gaulois résiste et crée son propre style. La France, bien entendu, on connaît le genre italien. Cependant, notre cher Louis XIV décide d'inaugurer en 1669 l'Académie royale de musique,
C'est l'ancêtre de l'Opéra de Paris. Si vous ne le saviez pas, Louis XIV, ce bon gros soleil éclatant à la face du monde, adorait les arts et plus particulièrement la danse. Ça, c'est mon bro. Dans le pays du saucisson et de la fistule anale... Oh pardon Louis, c'était pas très délicat. Le modèle lyrique est unique en son genre. Le modèle repose sur l'assemblage de tous les arts existants. Oui, parce qu'on en fait toujours trop, nous. La poésie dramatique, car on est sur un genre tragique, de préférence. La musique, les costumes, les décors, la danse, dont la place est centrale, au moins durant les débuts. Cela reste cependant un art de cour. Tout cela va continuer à évoluer, et au début du XVIIIe siècle va naître l'opéra comique. Alors je vous arrête tout de suite, comique, c'est pas parce qu'il est drôle. C'est un genre lyrique qui mêle des scènes chantées et des scènes parlées, voire une alternance entre du dialogue et du chant. Comme au théâtre, on joue la comédie et on déclame son texte sans le chanter. Enfin, pas tout le temps du coup. Ce genre apparaît d'abord dans les foires de Paris et reprend les codes de l'opéra de cour, un opéra où on chantait uniquement. Il devient rapidement institutionnel et connaît son âge d'or fin 18e, début 19e siècle. Le ton y est volontiers plus léger et les sujets traités sont beaucoup plus populaires. Ça parle beaucoup plus aux gens du commun. Et du coup, il va influencer à son tour l'opéra allemand. Tout ça, ça voyage. Ça voyage. On voit aussi émerger des comédies-ballets, ce sont des pièces de théâtre avec de la danse, et la tragédie lyrique. Ce sont des déclamations chantées, souvent en l'honneur du roi Soleil, incluant des ballets, de beaux décors, de beaux costumes. L'exception française, c'est bien, mais en parallèle, l'opéra italien continue de se réinventer. Dès la fin du XVIIe siècle, alors que l'opéra français se développe, l'opéra italien évolue vers une forme de récitatif, ce sont des solos, mettant en avant la mélodie et la virtuosité du chanteur. Contrairement au style français de l'Académie royale, l'opéra italien inclut déjà des sujets beaucoup plus comiques et plus populaires. On y parle autant de personnages héroïques que de gens du commun. Oui, mais cela ne plaît pas à certains membres des élites, qui pensent qu'il faut que justement l'opéra exalte les nobles passions. Les aspects comiques sont retirés, le dénouement est forcément heureux et doit être lié à la vertu. L'opéra devient sérieux. C'est la naissance de l'opéra seria en 1690. En parallèle, une autre forme prospère, le bel canto. Je vous l'ai dit, il y a une recherche de la virtuosité dans le chant. Qui dit perfection vocale dit castrat. Non, je ferai pas de blague dessus, j'avais plein de rimes en tête, plein de jeux de mots, mais non. Pas cette fois. Ces hommes sont extrêmement célèbres et fascinent leurs contemporains, à tel point que ce sont un peu les superstars de l'époque. Parfois, l'action est totalement stoppée pour laisser la part belle à ses interprètes. Et encore une fois, cela amène à une volonté de contrecarrer cette recherche de virtuosité, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a une réforme de l'opéra dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, période qu'on appelle classique. On veut désormais un art plus austère qui s'attache davantage à l'histoire et qui laisse moins la place à la virtuosité. On veut un chant moins dans l'excès. En somme, on continue de chanter, mais arrête de taper un délire Jean-Robert parce que tu nous gênes. L'histoire est au cœur de l'œuvre et le chant ne doit pas faire oublier au public ce pourquoi il est venu. Suivre une histoire. C'est un peu un retour aux origines où le chant et la musique expriment des émotions mais servant l'histoire. Bon, tout ça c'est bien strict. L'opéra seria a retiré au public tous les aspects populaires qu'il pouvait retrouver dans certaines œuvres d'opéra. Allez, c'est reparti, on va refaire un opéra qui réintègre tous ces éléments comiques et populaires. L'opéra buffa se développe au XVIIIe siècle en Italie, toujours. Il propose des éléments comiques qui s'intercalent entre différentes scènes dramatiques. Le chant y est un peu moins virtuose, il y a des ensembles, des duos, des trios. Des histoires contées sur scène sont contemporaines au public, les finales sont joyeux et voient revenir tous les personnages sur scène. Les deux œuvres marquantes de ce genre sont Les Noces de Figaro de Mozart et Le Barbier de Séville de Rossini. Nous arrivons au 19e siècle. Le bel canto baroque s'est dépassé. On fait à présent du bel canto romantique. Alors ici, il n'y a plus de castrat. Par contre, on met en avant les émotions des personnages. On met en avant des émotions profondes autour de sujets romantiques, intenses et dramatiques.
On y exprime la jalousie, la folie, la fureur, et aussi l'amour passionné, mais très détraqué quand même. Parce que l'amour romantique, généralement, c'est... Les mélodies mettent en avant la voix des interprètes, mais il n'y a plus une recherche de la virtuosité comme on pouvait le trouver dans le bel canto baroque. Là, on recherche la virtuosité, entre guillemets, de l'émotion. De son côté, l'opéra français, après moult conflits entre les adeptes de l'opéra seria et de l'opéra buffa, a progressivement évolué vers une forme qu'on appelle le grand opéra. Ce qui le caractérise. Il y a des règles de composition strictes. Par exemple, il y a toujours 5 actes et un ballet. Des décors impressionnants, des effets spéciaux, de grandes mises en scène, des ensembles imposants et de très beaux costumes. Les sujets tournent toujours autour de moments historiques. Paris est un centre européen de la culture. Cela attire de nombreux artistes et on voit, encore une fois, apparaître face à ce grand opéra, un opéra beaucoup plus sympathique, moins strict, l'opéra bouffe. Je sais à quoi vous pensez, mais c'est pas ça. Et non, c'est pas parce qu'on y mange. Et c'est pas parce que vous allez vous faire manger par l'opéra. C'est trop bizarre ce que je viens de dire. C'est Offenbach qui désigne ce genre en 1855 par ce terme, alors qu'il devient directeur des Bouffes parisiens, un petit théâtre où il se jouera beaucoup d'opéras satiriques et parodiques. Plus ce siècle avance, et plus chaque pays essaie de se distinguer par rapport aux autres. N'oublions pas que c'est un siècle de grands bouleversements géopolitiques. Le drame lyrique bat son plein, alors lui-même au croisement entre le grand opéra et l'opéra comique. Le folklore local inspire davantage les artistes et ils essaient de s'éloigner justement du style français ou du style italien. On voit émerger l'opéra russe, vous connaissez Tchaïkovski ? Espagnol, polonais, allemand. En Italie, pour contrer la vague d'héritiers de Wagner, il avait l'habitude de créer des histoires fantastiques autour du folklore allemand et nordique. Le Verismo prône une représentation réaliste des choses sur des sujets contemporains et mettant en avant la misère. Nous sommes alors dans une période allant de 1890 à 1920. Ah, une époque si paisible, le bon vieux temps. C'était bien. L'industrialisation qui bat son plein, le creusement des inégalités sociales, la Grande Guerre. Ah. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle sont une rupture totale dans l'univers de l'opéra. On reprend évidemment les codes classiques, ça reste de l'opéra, mais on s'amuse, on crée de nouvelles formes, on expérimente. Et on redécouvre aussi d'anciennes œuvres. L'arrivée de l'Angleterre et des États-Unis sur la scène internationale et sur les scènes internationales va apporter un petit peu de fraîcheur à tout ça. Il y en a pour tous les goûts et ça c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas les histoires de l'opéra, car il y a littéralement tous les genres qui existent. Tous. Et nous revoilà aujourd'hui. Vous exposez l'histoire de l'opéra et ses sous-genres, c'est très bien, mais il y a encore plein de spécificités dont on doit parler. Tout d'abord, les voix. Le chant est le cœur de cet art, donc ce serait peut-être bien d'en parler un petit peu quand même au bout d'un moment. Alors, je vais vraiment simplifier la plupart des choses, mais en gros, il faut retenir qu'il y a 3 voix féminines et 3 voix masculines. Elles sont associées au rôle du personnage dans l'histoire, allant du héros au plus vil traître. Les méchants, la jeune fille toute candide, est-ce que c'est la mère de famille, est-ce que c'est une pétasse? Donc chez les femmes, nous avons tout d'abord les sopranos. Ce sont les voix les plus aiguës. Il y a plusieurs sous-catégories de sopranos, mais il faut savoir que généralement les sopranos ce sont les voix des héroïnes. Ensuite on a les mezzo-sopranos. Les mezzo-sopranos c'est les voix un peu plus graves. On peut dire aussi que ce sont des voix intermédiaires. Et ensuite les voix les plus graves chez les femmes ce sont les contraltos et les altos. Ensuite chez les hommes nous avons les ténors, ce sont les voix masculines les plus aiguës, et pareil ce sont souvent les héros de l'histoire. Nous avons ensuite les barytons, ce sont les voix intermédiaires. Et ensuite nous avons les basses, les voix les plus graves qui existent chez les hommes. Il y a beaucoup de subtilités techniques de chant que les chanteurs doivent connaître. Il y a un travail éreintant de la voix et une maîtrise du corps très compliquée. D'ailleurs, pourquoi parlons-nous de chant lyrique ? La particularité de ce chant, c'est de pouvoir se faire entendre par-dessus l'orchestre, sans micro. Donc il a fallu développer des techniques pour que la voix porte plus loin et plus fort. Fort, fort, lointain. Vous remarquerez aussi que les chanteurs ne montrent pas l'effort qu'ils mettent dans leur chant lorsqu'ils sont sur scène. On a l'impression que c'est très facile. Ils doivent pousser au maximum leur capacité, explorer toute leur étendue vocale. Ça va du plus aigu au plus grave. Et on ne reste jamais dans sa zone de confort. Est-ce que vous savez aussi pourquoi on ne comprend pas bien les paroles à l'opéra, même quand c'est dans notre propre langue? Si je vous dis que le chant doit s'accorder avec la musique. En fait, tout est dit.
On doit trouver le parfait équilibre entre la musicalité de la voix et le texte. La voix doit rester très musicale, un peu comme si c'était un instrument de musique. En fait, on recherche vraiment le son. Mais le texte doit rester aussi compréhensible. Du coup, on va jouer avec les voyelles, elles vont être plus ou moins fermées ou ouvertes. Je sais, c'est très particulier. La musicalité est ce qui prime. Et voilà aussi pourquoi les chanteurs roulent sans cesse les R, pourquoi on comprend pas toujours très bien en fait le texte, que ça peut sonner très pompeux. En fait, c'est parce que le son, c'est ce qui compte le plus. Pour info, aujourd'hui, les paroles sont diffusées sur écran lorsque vous allez à l'opéra, et elles sont traduites aussi si besoin, ce qui est génial pour la compréhension. Et croyez-moi que ça change tout. Non, parce que je comprends pas toujours ce qui est dit en fait, moi. Ouais. Même quand c'est dans ma langue, hein. Oui. Outre les voix, on fait généralement un amalgame entre l'opéra, le ballet et les comédies musicales. Ce sont des arts différents et attention à ne pas faire de hiérarchisation, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, ils sont juste différents. Bon, l'opéra on vient de l'expliquer, le chant lyrique est au cœur de l'œuvre. Dans le ballet, c'est la danse qui est le moyen principal pour s'exprimer, voire le seul. La musique est là aussi extrêmement importante. Elle sublime la danse et la danse la sublime. Et c'est beau ça, c'est un bel équilibre. Et il n'y a pratiquement jamais de texte, de voix, de discussion, de comédie. La comédie musicale mêle musique, chant, danse et comédie. Cependant, ce qui la distingue de l'opéra, c'est la technique vocale employée. En fait, la comédie musicale, c'est une descendante de l'opéra, de l'opérette et du cinéma. Les artistes savent danser et chanter, alors que les chanteurs d'opéra... En général, ils chantent, mais on les voit pas danser. Dans les comédies musicales, les sujets abordés sont extrêmement variés, un peu comme au cinéma, on a de tout. On parle alors aussi d'entertainment. Les styles musicaux aussi sont beaucoup plus variés. D'ailleurs, aujourd'hui on parle de plus en plus de spectacles musicaux et non plus de comédies musicales. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, où est-ce qu'on retrouve l'opéra ? Eh ben, à vrai dire, un peu partout. Et c'est certain que vous avez déjà entendu de nombreux airs sans y avoir vraiment prêté cas. Ou peut-être même que vous connaissez des histoires issues de l'opéra et adaptées sous d'autres formats. On compte environ 30 000 opéras créés depuis les débuts. Les 20 dernières années, on compte 3092 opéras joués sur scène. Opéras différents. Ça veut dire qu'on exploite 10% de ce qui existe. Après, il faut aussi savoir qu'il y a une bonne partie qui a disparu pour toujours. C'est un peu triste, mais c'est le cas pour pratiquement tout. C'est un peu comme un musée et ses réserves. En vitrine, on voit certains objets, mais il faut savoir que dans les réserves, il y a beaucoup plus de collections. Si on ne devait voir que quelques opéras dans sa vie, je vous conseillerais l'Orfeo, celui de Monteverdi, car c'est le tout premier opéra. Et puis on a la version de Gluck, Orfeo ed Eurydice. On a un incontournable, c'est les Noces de Figaro. Il y a le Barbier de Séville, de Rossini. Rigoletto de Verdi. La Traviata, toujours de Verdi. Faust de Gounod, Faust qui est quand même une histoire un peu incontournable, Carmen de Bizet, L'anneau du Nibelung de Wagner, Tosca de Puccini, Rusalka de Dvorak, Madame Butterfly, encore de Puccini, Peter Grimes ou Peter Grimes de Brighton, Nixon in China d'Adams, et tellement d'autres, beaucoup d'autres, vraiment. L'anneau du Nibelung est composé de 4 opéras. Oui, Wagner est toujours dans l'excès, hein. Voilà. S'inspire de contes germaniques et nordiques, qu'on rattache souvent au Seigneur des Anneaux, mais l'inspiration s'arrête là en fait. C'est juste parce que Tolkien et Wagner ont pris la même source d'inspiration, mais Tolkien ne s'est pas spécialement inspiré de Wagner. Vous connaissez obligatoirement la chevauchée des Valkyries. C'est un air qui apparaît dans le second drame lyrique titré La Valkyrie. Ouais, on reste dans la thématique. Et aujourd'hui, cet air, on l'a entendu dans beaucoup d'autres œuvres, surtout au cinéma. On le retrouve dans Naissance d'une nation, Mon nom est personne, et surtout dans l'emblématique Apocalypse Now. Si je dois comptabiliser le nombre de films dans lesquels cette chanson apparaît, il y en a à peu près 33, et je ne compte pas les téléfilms et les autres œuvres. On entend aussi cet air dans Fortnite.
Oui, le jeu vidéo. Parce qu'à un moment, il y a une saison où il y a des hélicoptères qui étaient mis en place, qu'on pouvait utiliser. Et du coup, bah forcément, hélicoptère, Apocalypse Now, chevaucher des Valkyries, tout ça. On l'entend aussi dans Far Cry 3, GTA 5. Et quelle ère pouvons-nous jouer aussi dans Sea of Thieves, le jeu de pirates? Eh ben ouais. Ben ça alors! Et je kiffe jouer ça sur les mers quand je suis pas en train de gerber. En parlant de pirates, non, je prends mon texte parce que j'arrive pas à le lire. Der Fliegenden Holländer, la légende du Hollandais volant. Toujours une œuvre de Wagner raconte, la légende du Hollandais volant. Dingue. C'est fou. Coucou Pirates des Caraïbes! J'ai réussi à caler 2 anecdotes sur la piraterie. Je suis ultra contente. Et je pense que vous l'avez pas vu venir. Et je vous avais dit sur les réseaux que je parlerais de pirates. Voilà. Fedora, ça vous a manqué? L'opéra ou le chapeau? Moi j'aimerais vous raconter rapidement que les grands archéologues et aventuriers, ça existe et ça a existé. Il y en a un, français, très méconnu, mais qui était un sacré personnage, qui a eu un lien avec un des opéras les plus réputés aujourd'hui, Aïda. Cet homme, c'est Auguste Mariette. Je ne peux que vous recommander la super vidéo sur le sujet qui a été réalisée par Amandine Marshall, une super égyptologue, et qui est surtout à l'origine d'un super bouquin sur ce monsieur. Franchement, allez voir sa chaîne. Pour vous raconter rapidement l'histoire, ce fameux Auguste Mariette était un archéologue, historien et dessinateur autodidacte. Tout ça en autodidacte. Tout. Il a vécu au 19e siècle et il a été enseignant. Il était passionné d'Égypte et du coup assez calé justement sur le sujet. Il y a vécu de nombreuses années et il y est mort. Auguste Mariette propose un scénario pour le futur opéra de Verdi. Il se met aussi à dessiner des costumes et des décors. Enfin, en partie parce qu'il y a quand même 2 autres personnes qui travaillent avec lui, mais lui il repasse derrière et il corrige. Aïda raconte l'histoire d'amour entre Aïda, une esclave éthiopienne, et un général égyptien, Ramades. Et bien évidemment, il y a 2 camps, tous les séparent, tous les opposent, et pourtant ils s'aiment. C'est beau. Le camp égyptien l'emporte sur le camp éthiopien, et le pharaon, pour récompenser son général, lui propose sa propre fille en mariage. Ce à quoi le général refuse parce qu'il est amoureux d'Aïda. Il est tellement amoureux qu'il confie même des secrets militaires à Aïda pour qu'elle aille le dire à son propre père, qui est le roi d'Éthiopie. Évidemment, ça finit mal. Le pharaon apprend tout cela et il décide d'exécuter son général préféré. Ouais. Et Aïda ne supporte pas ça, donc elle va mourir avec lui. Fin. Ils sont morts ensemble. Après, ils ont pas eu une vie longue et heureuse, mais ils sont morts ensemble. Comme quoi, il y a des choses surprenantes dans la vie, notamment le fait qu'un archéologue et que Verdi, aient collaboré ensemble sur un opéra très célèbre. Comme quoi, c'est beau, la vie ça surprend tout le temps. La chevauchée des Valkyries le prouve bien, l'opéra au cinéma est présent depuis toujours. On le retrouve sous forme d'adaptation directe en film. Par exemple, Madame Butterfly, La Flûte Enchantée, Don Giovanni, Carmen, La Traviata, Aria. Mais l'opéra est aussi présent sous d'autres formes, comme des biopics, tels qu'Amadeus, qui raconte la vie de Mozart. Alors attention, ça raconte la vie de Mozart, mais un petit peu revu et corrigé. Voilà, faut pacifier. Par contre, c'est un super film, il est excellent, je vous conseille d'aller le voir, vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. On a aussi des histoires autour du chant, comme Marguerite, ou encore introduit dans le film comme un spectacle à part entière pour les personnages. Par exemple dans le 5e élément, avec la célèbre diva Plava Laguna. D'ailleurs, petite anecdote sur cette scène, la voix que vous entendez, c'est celle de la soprano Inva Mula. Elle a été enregistrée en studio et le compositeur à l'époque pensait que justement cette super soprano n'arriverait à chanter que 60% environ des notes. Sauf qu'elle a réussi à en faire 85%. Et pour le reste, tout ça a été retravaillé en studio pour donner des notes qui ne sont humainement pas atteignables. Et en même temps, ça nous arrange parce que c'est une alien sur scène qui chante, donc ça me paraît logique. Au cinéma, l'opéra, lorsqu'il est présent, est un moment de pause pour les personnages. Ce qui se trame sur scène fait écho aux enjeux du scénario du film, et ça crée un jeu de miroir. On retrouve cela dans Pretty Woman, où nos 2 amoureux sont en train de regarder une représentation de la Traviata, qui raconte justement l'histoire d'une prostituée. Incroyable. On a aussi Hannibal, quel fin gourmet celui-là, ce qui crée une opposition entre son goût pour la chair humaine, qui me dégoûte profondément en tant que spectateur, et aussi sa fine connaissance de l'opéra. Nous pouvons aussi voir des représentations d'opéra dans des films comme Quantum of Solace, Mission Impossible Rogue Nation. Si je devais encore en rajouter, je pourrais tout simplement citer la présence d'airs célèbres dans des films, comme dans Madame Doubtfire, Les Évadés, Sherlock Holmes, Jeu d'ombre,
Papy fait de la résistance, M le maudit, Ma Geisha, Les Incorruptibles. Et il ne faut pas non plus oublier Louis de Funès en chef d'orchestre à l'Opéra Garnier dans La Grande Vadrouille. L'orgueil, bon sang! Bon sang! Enfin, c'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Nombreuses sont les musiques classiques extraites d'opéra que nous entendons régulièrement. Rien qu'en regardant les Simpsons, on en entend. Oh, et j'allais presque oublier une scène clé de Star Wars, épisode 3. Il y a une scène au Galaxy Opera House, à Coruscant, ou Coruscant. Palpatine et Anakin sont en train de regarder et d'écouter un opéra, alors un petit peu original, qui s'appelle le Squid Lake. Est-ce que ça fait un peu référence aussi au ballet Le Lac des Cygnes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est écrit dans le script, vous pouvez aller vérifier. Faut savoir que l'opéra est souvent un lieu de manigance, de manipulation et de grandes discussions. Et c'est très souvent le cas. Combien de fois voyons-nous les personnages discuter entre eux à voix basse alors qu'ils sont en train de regarder un opéra? C'est devenu un cliché tellement commun. Ah, et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la bande originale de Star Wars était très fortement influencée par Richard Wagner? Pour du space opéra, c'est amusant. Tiens d'ailleurs, le terme space opéra, qui est un sous-genre de la science-fiction, raconte toujours des aventures et des explorations à très grande échelle dans l'espace, dans des univers complexes et étoffés. À l'origine, ce nom est péjoratif. Il vise à se moquer de ce sous-genre qui appartient au monde pulp, dont les trames narratives dans la première moitié du XXe siècle sont généralement très simples et caricaturales. On a toujours le stéréotype du héros masculin, très bodybuildé, voilà, qui va sauver la demoiselle en détresse. Et le soap opéra alors? Eh bien c'est un peu la même origine. À la base, ce surnom est donné pour se moquer de ce genre et de son public. Il apparaît dans les années 30 sous forme de feuilleton radiophonique et qui est sponsorisé par des marques de savon. Le public visé était la ménagère. Cela a bien évidemment continué avec l'arrivée de la télévision, cela a même été décuplé. On a donc des longs feuilletons à l'eau de rose, dont la longévité est très impressionnante. Regardez juste Les Feux de l'amour, ça fait longtemps, très longtemps. L'aspect opéra de ces feuilletons vient du fait que les scénarios se rapprochent de la dramaturgie de certains grands compositeurs d'opéra, tels que Mozart. Alors du coup je comprends pas trop l'insulte moi dans l'histoire, parce que quand on me dit ouais tu fais comme Mozart, bah c'est plutôt un compliment, non? Excusez-moi mais cette insulte n'a aucun sens. Quand c'est Mozart c'est ok, par contre quand c'est Jean-Michel qui fait un feuilleton sur M6, c'est de la merde. Sans trop m'étaler sur le sujet, on entend aussi une reprise du Barbier de Séville dans Tex Avery. C'est d'ailleurs très récurrent dans le monde de l'animation, qui est du cinéma, et c'est un peu saoulant de devoir le rappeler régulièrement. Ça me fait penser, et ça vient de me revenir, je crois qu'il y a une scène dans Tom et Jerry, il y a un moment de Tom qui est chef d'orchestre, et je crois que Jerry chante Figaro. Il me semble que c'est... je suis pas sûre, faudra aller vérifier. En tout cas, si vous le savez, mettez un commentaire. Et si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Abreuvez-nous, allez-y, allez-y. C'est le but. Oh, et comment ne pas citer la merveilleuse Castafiore dans Tintin? Hergé en avait fait une parodie pour se moquer des divas et surtout de la Calas. Elle chante un air qui est devenu mythique et qui provient en fait de l'opéra Faust et qui s'appelle L'air des bijoux. D'ailleurs, il y a l'album qui s'appelle Les bijoux de la Castafiore. Ça a tellement été un succès qu'on en a oublié d'où provenait la chanson en fait. On croit même que c'est une invention. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment un air d'opéra très célèbre. C'est pour votre culture générale. Sans transition, il y a aussi de très intéressantes initiatives dans le monde du jeu vidéo. Outre le fait que la musique, très souvent symphonique, soit récurrente dans les jeux, on voit émerger de ci de là des tentatives pour lier l'opéra et le monde du gaming. Depuis 2017, l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie permet à des étudiants dans le monde du jeu vidéo de bénéficier d'un accompagnement artistique et lyrique afin de créer des jeux vidéo autour de l'opéra. Ce sont même des jeux vidéo qui adaptent totalement des opéras. Il y a Crescendo, inspiré de la flûte enchantée de Mozart. Oui, et vous connaissez sûrement l'air de la Reine de la Nuit, c'est même repris très régulièrement sur les réseaux pour rigoler. On a Mémoire oubliée, qui est inspiré de Cendrillon. Oui, Cendrillon aussi a été un opéra. On a 2 jeux autour de Carmen de Bizet. On en a un autre d'après Le Voyage dans la Lune d'Offenbach. Et il y en a bien d'autres encore, je vais pas tous les citer. Et puis toujours dans le monde du jeu vidéo, on a un navigateur gaming qui s'appelle Opera GX. Dans notre quotidien, on a aussi l'habitude d'entendre de grands airs d'opéra, dans les publicités. Ah ça, les publicitaires m'ont compris que ça marchait, hein. On entend très souvent Dies Irae de Verdi, ou son La Donna è mobile. Et généralement ça vous rappelle des pubs de voitures ou de jambon.
Pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, soyez très attentifs, notamment sur TikTok et Instagram, car on entend très régulièrement des airs d'opéra qui passent et tout le monde les réutilise comme si waouh, c'était le dernier son à la mode. Et d'ailleurs c'est le cas. Ce qui est fou, c'est de se dire que c'est des sons qui ont plusieurs siècles et qui sont toujours joués et qui plaisent toujours. Ces airs se transmettent aussi dans différents styles musicaux. On l'ignore, mais beaucoup de chanteurs de métal ont en fait une formation classique, voire même lyrique. L'exemple le plus connu est celui du groupe Nightwish. Et nous ne comptons plus aussi les références qui sont faites par des artistes dans leurs propres chansons. Muse le fait dans un de ses titres, I Belong to You, dans l'album The Resistance. Je vous laisserai écouter ça tout seul comme des grands de votre côté. Et oui, il y a quelque chose qui est chanté dedans qui appartient à l'opéra. Écoutez cette chanson, j'adore vraiment. Et j'aime aussi le gâteau, l'opéra, la pâtisserie. Oui, on a les priorités qu'on a. Nous avons besoin de raconter, de transmettre des émotions via les récits. Certains se transforment, traversent les âges et s'adaptent. La forme change, le décor s'adapte, mais les histoires sont toujours là. Aucun art ne surpasse un autre. Gardez pour vous vos arrogances mal placées et vos préjugés. J'énonçais, au début de cette vidéo, le mépris de classe et l'élitisme. Il y a un article de Radio France qui est sorti en 2019 qui est assez intéressant sur ce sujet. Il met le doigt pile poil dessus. Alors, je sais que tout ce qui est France Culture n'est pas toujours infaillible et parfois très orienté, mais pour le coup, cet article était intéressant, plutôt honnête et faisait preuve de bon sens. Pour résumer, l'article fait mention de plusieurs choses. On assiste surtout à une reproduction sociale dans les publics qui vont voir l'opéra. Voilà, la reproduction sociale, c'est que si vos parents vont à l'opéra, vous risquez d'aller à l'opéra, mais parce que vous appartenez à un certain milieu. Si vous ne l'avez jamais fait, à moins qu'on vous y pousse ou que vous ayez de la curiosité, vous allez pas forcément y aller non plus. Et ça enferme très vite dans des habitudes. On assiste aussi à ce qu'on appelle une violence éducative. Alors, violence éducative, c'est surtout quand vous emmenez des élèves voir un opéra, mais que vous les forcez. Vous allez me dire qu'évidemment on les force les gamins. L'idée c'est que quand vous emmenez les élèves voir justement un opéra, vous leur montriez que cette culture, elle est au-dessus de la leur. C'est aussi leur dire que leurs références à eux et leur goût n'ont pas de valeur. Ou par exemple quand vous dites que eux, c'est pas super intéressant, s'ils écoutent du rap, c'est de la merde, c'est une sous-culture. Vous voyez, c'est ça qui est violent. Attention, il ne faut surtout pas renier leurs identités, ou alors les prendre de haut, et ça arrive très souvent. Si derrière il y a une pression de la note et qu'en plus vous étouffez leurs revendications culturelles, ça se passe pas très bien. Le principe de la médiation, normalement, c'est que vous faites un pas vers les autres, et les autres vont faire un pas vers vous. Vous vous intéressez à ce qu'aiment les autres, à leurs références, à leur culture, et du coup vous créez une espèce de passerelle pour leur permettre d'accéder à d'autres cultures. Dans l'article, il y a un autre constat, c'est que le public de l'opéra, en général, c'est des vieux et riches. Et l'écart se creuse. Comme quoi, parfois, je raconte des choses qui ne sont pas que sorties de mon chapeau. En 1990, l'âge moyen des spectateurs était de 36 ans. Aujourd'hui, il est de 61 ans. Tout simplement, je pense que c'est les mêmes spectateurs qui ont vieilli, mais du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui y vont. Est-ce que c'est à cause de l'argent ? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent beaucoup plus ? Moi, je pense surtout que c'est parce que c'est très fermé et que ça rebute, et c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Il y a un constat aussi qui est fait, c'est qu'il y a un mépris des classes dites supérieures. Ce sont des classes supérieures qui sont évidemment très méprisantes envers les habitudes culturelles des autres. Eux estiment que ce qu'ils font et ce qu'ils regardent et ce qu'ils écoutent et ce qu'ils aiment est forcément ce qui existe de mieux dans la culture. Alors parfois, la plupart d'entre eux adorent enseigner et ouvrir les portes pour les autres gens. Le problème, c'est que eux ne vont pas vouloir s'intéresser aux cultures des autres. Il y a aussi de réels enjeux de domination sociale. Et ça passe aussi par la culture, bien entendu. Donc quand t'aimes l'opéra, t'es quelqu'un de bien. Mais quand t'aimes pas... Il y a aussi un constat qui est fait, c'est que les fonctionnaires de la culture, pour la plupart, des gens qui dirigent, sont extrêmement méprisants envers le reste des autres cultures. Ils estiment un peu qu'ils ont une mission d'évangélisation des incultes. Il y en a qui mettent en opposition par exemple un concert des œuvres de Mozart à tout ce qui est rock, métal, etc. Il y a une hiérarchisation des goûts. Et ce qui me fait beaucoup rire avec ça, c'est que Mozart, si ça avait été un artiste aujourd'hui, je pense pas qu'il serait allé dans les hautes sphères, justement. Ça aurait été quelqu'un de très controversé. C'est amusant comme les siècles gomment certains aspects. Ou est-ce que c'est les gens qui gomment plutôt ? Bon, et évidemment, il y a une responsabilité énorme du gouvernement là-dedans. Les politiques culturelles sont faites pour mettre en avant ce genre de culture et de les favoriser, de les financer, mais le reste n'est pas fait. Ça a été un échec cuisant, par exemple l'Opéra Bastille. Il a été construit pour réconcilier la jeunesse avec l'opéra et ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui quand on y va, c'est surtout des vieux riches qui y vont, parce qu'ils ont gardé leurs portes fermées. Et là il y a un sacré problème de médiation culturelle.
La culture, c'est un fait de société, de groupe et de sous-groupe, qui nous permet de nous identifier et de nous exprimer, de nous rassembler, de nous questionner, de rêver, de réfléchir. Dès qu'il y a société humaine, il y a culture, avec ses références, ses langues et ses concepts. Et oui, il n'y en a pas une au-dessus de l'autre. Si on hiérarchise, c'est à cause de notre subjectivité, de nos constructions mentales, de notre éducation. Sortez de ces carcans et partez explorer le monde. Les univers! Nourrissez-vous de tout ça, apprenez, soyez curieux, amusez-vous, jouez avec les codes. C'était Xelabis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et nous allons continuer notre incursion dans l'univers de l'opéra. Ouais, c'est que le début. Je vous emmène à la rencontre d'une femme dont le destin est encore sujet à de nombreuses interrogations. Bye.